on est dans 100% ETF, votre magazine bimensuel vidéo avec iShares. Objectif, vous le savez, vous faire comprendre et bien utiliser les ETF dans votre stratégie d'investissement. L'émission se compose de 2 rubriques, ça aussi vous le savez, l'analyse d'un mot-clé et un entretien sur un thème précis. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau pour voir tout ça avec nous Clément Roux, vice-président vente iShares France. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors, le mot-clé de ce numéro, c'est taux d'intérêt. Oui, là on en parle beaucoup en ce moment, de la remontée des taux. Eh bien, on va vous expliquer ça très clairement. Et dans notre thème du jour, je pense qu'il va en intéresser plus d'un puisqu'on va faire un gros plan sur les ETF obligataires. Alors restez avec nous, 100% ETF, c'est parti. Alors oui, les taux, impossible, à moins de vivre dans une grotte en ce moment, Clément, de ne pas entendre parler des taux d'intérêt et de cette remontée, ce resserrement monétaire à l'œuvre pour les banques centrales avec des multiples conséquences dans notre vie quotidienne, même qu'on soit finalement épargnant, emprunteur. Nous, dans 100% ETF, on voulait finalement bien reposer les bases de ce fondamental de l'économie financière. Effectivement, si on revient à la base, le taux d'intérêt, c'est lorsque l'on emprunte de l'argent à une banque, c'est la rémunération de cette banque qui est en général exprimé en pourcentage du montant du prêt annualisé. Et donc, c'est un peu la rémunération de cette banque qui prend un risque en nous prêtant de l'argent. Le risque étant que potentiellement, à terme, nous ne puissions pas la rembourser, évidemment. Et une autre composante des taux d'intérêt dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est celle des banques centrales, des politiques monétaires, avec notamment les fameux taux de refinancement, qui sont les taux appliqués par la Banque centrale aux banques commerciales, donc celles qui ont pignon sur rue et qui nous prêtent de l'argent. Et donc, les taux d'intérêt de ces banques centrales vont directement influer bien sur les taux notamment de nos crédits immobiliers actuels. Bon, et là on voit que ça monte. Je brûle peut-être un petit peu les étapes, j'anticipe peut-être un petit peu sur la suite, Clément, mais quel est le rapport avec finalement les obligations dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission? Oui, alors il y a un lien qui est extrêmement fort entre taux d'intérêt et obligations. Si on revient tout d'abord juste sur la définition d'une obligation, c'est un investisseur qui prête de l'argent, qui va prêter de l'argent soit à une entreprise, soit à un État, qui lui-même a besoin de financer ses propres projets. Et donc l'investisseur, quand il va investir dans une obligation, il connaît à la base 2 caractéristiques. La maturité, qui est donc l'échéance de cette obligation. À combien de temps je vais prêter de l'argent à cet État ou cette entreprise. Et la deuxième composante qu'on connaît, c'est le rendement, ou également appelé le coupon. Et donc, une obligation, on va prendre un exemple très simple pour comprendre qu'il y a un lien entre taux d'intérêt et obligation. C'est prenons une entreprise A qui avait émis une obligation, donc un besoin de financement l'année dernière, et qui rémunérait l'investisseur à, on va dire, 1% l'année dernière. Et donc, suite à la hausse des taux qu'on a vue, qui est extrêmement importante en 2022, très rapide, exactement, cette même entreprise a un besoin de financement et cette fois-ci, il va devoir rémunérer ses investisseurs à hauteur de 2% par an. On va voir qu'effectivement, cette obligation est beaucoup plus attractive que l'ancienne puisqu'elle rémunère 2 fois plus l'investisseur. Donc, on va avoir des nouveaux investisseurs qui vont investir dans cette nouvelle obligation à 2%. Et puis, on va aussi voir les anciens investisseurs de l'obligation qui vont sortir et qui vont la revendre. Et donc, eh bien, les prix des obligations, c'est ni plus ni moins que l'achat et la vente, l'offre et la demande. Donc, sur l'ancienne obligation, celle déjà émise, eh bien, on va voir une dépréciation du prix et plutôt une appréciation donc, de la nouvelle obligation. Donc dans les grandes lignes, en fait, il y a une relation inverse entre taux d'intérêt et le prix des obligations déjà émises. Et donc, plus les taux d'intérêt vont avoir tendance à monter, plus le prix des obligations devrait descendre et inversement. Bon, et bien voilà, ça fait du bien de retourner un petit peu à l'école et de rappeler les bases de ces fondamentaux. Maintenant qu'on a bien révisé avec vous, Clément, on va passer à notre sujet du jour. En directe conséquence, en droite ligne, les ETF obligataires, et c'est maintenant. Oui, parce que si vous êtes un fidèle de 100% ETF et des webconférences données par iShares, vous le savez, dans une allocation à côté des ETF qui répliquent des indices actions, on doit même avoir des ETF obligataires. Mais justement, est-ce que là, pour bien commencer, on peut rappeler pour les moins initiés ce que c'est qu'un ETF obligataire? Alors, un ETF obligataire, c'est donc un ETF à la base, donc un fonds coté en bourse, on appelle aussi tracker, et donc il va avoir exactement les mêmes caractéristiques qu'un ETF action, sauf qu'il investit dans un panier qui lui aussi est diversifié comme les ETF actions, mais investi dans des obligations. Donc du coup, on va retrouver les mêmes caractéristiques et notamment les mêmes avantages des ETF obligataires que les ETF actions.
On va parler de la composante notamment du coût, avec les frais de gestion qui sont relativement faibles. On va parler aussi par exemple de liquidité et de transparence, puisque comme ce sont des fonds cotés en bourse, eh bien ils sont liquides, ça veut dire qu'on peut les acheter et les vendre à tout moment, pendant les journées de bourse, exactement. Ouais. Et on peut aussi connaître leur composition un peu à tout moment également. Et un dernier critère, tout comme les ETF actions, qui est le critère aujourd'hui de choix, ça veut dire qu'il y a un choix tellement maintenant pléthorique sur le marché des ETF obligataires qu'ils peuvent répondre à peu près tous les besoins aujourd'hui des investisseurs. Alors ça, c'est la partie avantage, on va dire, de ces ETF. Après, comme tout produit financier, il n'y a pas que des avantages. Par exemple, ils ne vont pas correspondre à un investisseur qui a plutôt une philosophie de vouloir battre des indices, vouloir avoir la performance la plus haute possible. Et là, dans ce cadre-là, cet investisseur se tournera peut-être pour toute ou partie sur des OPCVM, donc de la gestion active, et puis pourra à côté aussi investir dans quelques ETF obligataires. Bon, je le disais, Clément, c'est peut-être un petit peu moins connu du grand public, encore que finalement, est-ce qu'on pourrait savoir qui aujourd'hui investit dans ces ETF obligataires et finalement comment le marché a évolué sur ces dernières années? Alors on voit effectivement historiquement des institutionnels qui ont investi sur ces marchés, puisque les investisseurs institutionnels sont très investis de manière générale sur les marchés obligataires et pour eux bien sûr la composante notamment de coût est importante. Donc l'ETF c'est un bon outil pour ça. Exactement. Et donc on voit quand même de plus en plus de particuliers également investir, puisque ce sont des particuliers qui se disent j'ai besoin d'une épargne qui est diversifiée, donc j'ai autant besoin d'avoir des actions que des obligations, que d'ailleurs aussi d'autres classes d'actifs, notamment ce qu'on appelle les commodities, par exemple les matières premières. Et donc ces particuliers vont aussi investir dans des ETF obligataires, puisque pareil, ils vont avoir des critères par exemple de coût, de transparence. En termes d'image, où on en est rendu de ce marché-là, il n'y avait encore que quelques ETF obligataires il y a quelques années. Aujourd'hui, l'offre est pléthorique, je le disais tout à l'heure. Il y a 1400 ETF obligataires sur le marché. Pas mal. Pour 1700 milliards de dollars. Donc on voit que c'est un marché qui a été extrêmement grand. Bien sûr, quand même, à mettre en relatif du marché des ETF actions, où il y a 8600 ETF actions sur le marché. Mais bon, on anticipe en tout cas chez BlackRock une croissance des ETF obligataires qui va continuer de manière significative dans les prochaines années. Bon, la croissance, elle va continuer. On a bien le concept maintenant, Clément, quand même. Question, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission, la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, on a vu comment tout cela jouait sur les obligations. Est-ce que le timing, il n'est pas un peu risqué, compliqué pour démarrer son investissement dans les ETF obligataires ? C'est sûr que là, étant en septembre 2022, on a vu quelques mois très compliqués depuis ce début d'année. Effectivement, avec cette inflation qui semble incontrôlable, il y a eu l'instabilité géopolitique avec l'Ukraine et la Russie, il y a eu les sanctions que nous, pays d'Europe occidentale, avons mis en place et qui va se répercuter notamment sur le prix de nos matières premières. Donc effectivement, une inflation extrêmement forte. En face, des banques centrales qui ont dû prendre le taureau par les cornes et monter significativement leur taux d'intérêt. Alors, chacun à leur rythme. On a vu notamment qu'en Europe... Ça fait un coup d'avance. Exactement. Mais augmenter de manière significative les taux d'intérêt pour tenter de juguler cette inflation. Et donc, à titre d'exemple, si on prend le 10 ans américain, le 10 ans américain était en début d'année à 1,5%. Donc, c'est les obligations d'État américaines à horizon 10 ans qui rémunéraient 1,5% ces investisseurs en début d'année. Aujourd'hui, à aujourd'hui même, il est à 3,95%. Donc, on voit bien l'ampleur effectivement de ce mouvement. Et donc on disait tout à l'heure, hausse des taux, baisse des prix des obligations, on l'a complètement vu en 2022, puisque si on prend un indice très large qui s'appelle le Barclays Bloomberg Global Aggregate, désolé un peu pour ce nom, exactement, mais il est composé de plus de 7000 obligations d'entreprises et d'États à travers le monde, et donc cet indice fait une performance de moins 15,55% depuis ce début d'année. Donc on comprend directement le lien effectivement qu'on a entre la hausse des taux d'intérêt et la baisse de ce marché obligataire. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, et ce serait finalement la lumière au bout du tunnel, qu'une fois passée cette période d'ajustement compliqué, on ne revient pas finalement, après de nombreuses années, à un fonctionnement plus normal du marché des obligations, et ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour la suite?
Oui, effectivement. Alors, on peut se dire, après la hausse des taux violente qu'on a déjà vue, que peut-être une grosse partie est peut-être déjà derrière nous. Donc, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui en tout cas, aujourd'hui, pour un nouvel investisseur, la très bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut avoir du rendement grâce aux obligations. Les fameux coupons dont on parlait tout à l'heure, ils offrent aujourd'hui de la performance pour un investisseur qui souhaite avoir un portefeuille diversifié. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour bien comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on sort de ce qu'on appelle chez BlackRock la grande modération, qui a été des décennies avec peu de croissance, peu d'inflation, avec des taux planchers, négatifs. Exactement, et qui ont quasiment continuellement baissé pendant des décennies. Et donc ça, c'était un véritable vent dans le dos du marché obligataire d'avoir des taux qui baissaient. Bien comprendre qu'aujourd'hui, en 2022, on est dans un tout autre paradigme avec des taux qui vont être plus importants et peut-être ça va être une nouvelle ère de plusieurs années ou plusieurs décennies où par contre, on n'aura plus ce vent dans le dos côté des taux d'intérêt qui baissent. Mais en revanche, il y a le rendement de ces obligations qui vont toujours rémunérer l'investisseur. Forcément, transition toute trouvée, quel rendement offrent aujourd'hui les ETF obligataires? Est-ce qu'il y a une solution aussi face à l'inflation dont on vient de parler? Oui, alors effectivement, pour le premier point en termes de rendement, si on prend par exemple les obligations d'entreprise américaines de bonne qualité, ce qu'on appelle dans notre jargon financier… L'investment grade, c'est exactement, l'investment grade. Aujourd'hui, par exemple, prenons dans notre gamme le iShares Dollar Corporate Bonds ETF, lui propose un rendement de l'ordre de 3,7%, ce qui commence à être quand même relativement attractif. Et son homologue, on va dire, qui investit dans les obligations d'entreprise, cette fois-ci européennes, de bonne qualité, on est plutôt autour de 1,5%. Ça, c'est pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie, si on continue à anticiper beaucoup d'inflation pour les prochaines années et qu'on a un investisseur quand même plutôt prudent sur ce thème, on peut aussi investir dans des obligations dites indexées à l'inflation. On rappelait tout à l'heure que l'investisseur connaît deux choses, le coupon et la maturité d'une obligation quand il investit dedans. Là, il va connaître la maturité, mais il ne va pas connaître ce coupon parce que ce coupon est potentiellement révisé en fonction des futures attentes en termes d'inflation et du coup potentielle hausse des taux. Donc ça permet de se prémunir, en tout cas on va dire en partie, sur une future hausse des taux qui est liée encore à de l'inflation. Bon, on voit qu'il y a des solutions. On vient de parler avec vous, Clément, des entreprises, des obligations plutôt des entreprises émises par des entreprises très solides. L'investment grade, j'ai bien retenu, mais les investisseurs qui voudraient, on va dire potentiellement plus de rendement, mais avec, d'une manière relative aussi, plus de risques, il y a des obligations dites de haut rendement. Là aussi, on rentre un petit peu dans le jargon, on parle de high yield, des obligations qui sont donc émises par des sociétés un peu moins bien notées. Est-ce qu'on trouve aussi des ETF sur ce thème? Oui, alors effectivement, on parlait du critère de choix sur les ETF obligataires, tout comme les ETF actions. Et ce choix est effectivement pléthorique une fois de plus. Ça veut dire que, on va correspondre à l'ensemble des besoins des investisseurs, que ce soit en termes de géographie ou de prise de risque. Et effectivement, le spectre des obligations au rendement est effectivement accessible avec des ETF. Si on donne dans notre gamme l'iShares Euro High Yield Corp Bond ESG. Donc là, il a une composante… Il est long ce nom. Exactement. Il a d'ailleurs une composante durable dedans. D'où le ESG. D'où le ESG, effectivement. Cet ETF-là a aujourd'hui un rendement de l'ordre de 3,24%. Et son homologue, lui, américain, il est plutôt aux alentours de 5,4-5,45%. Donc on voit bien une certaine attractivité en termes de rendement. Peut-être que c'est une fois de plus l'occasion de refaire de l'éducation sur cette prise de risque. Parce qu'on dit au rendement, j'y vais, puisqu'on me dit que c'est le retour du rendement. Pourquoi s'embêter à prendre de l'investment grade alors qu'on peut avoir plus de rémunération? Effectivement, il y a une vraie composante risque qui est plus importante qu'avec l'investment grade ou que des obligations d'État notamment. Et donc, il est toujours important de mettre cela au regard notamment de l'aversion au risque de chacun, l'horizon d'investissement de chacun. Effectivement, si c'est une classe d'actifs qui est amenée à bouger de manière assez significative, c'est peut-être pas la meilleure chose d'investir sur le court terme sur cette classe d'actifs. Et puis, toujours s'en tenir aussi à son projet initial. En général, c'est toujours bon de se recentrer sur quel était mon projet à la base pour avoir des comportements d'investisseurs un peu plus éclairés, on va dire. Voilà.
voilà, un rappel pédagogique indispensable. Clément, en tout cas, je pense que grâce à vos explications, eh bien, on a de quoi se lancer sereinement dans l'investissement en ETF obligataire. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment ils peuvent s'inscrire dans un portefeuille 100% ETF, on mettra en replay le lien de la webconférence qui avait lieu à ce sujet. Merci beaucoup Clément pour ces explications. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.